par un mot, une idée, un concept dont on n'entendait plus parler dans notre pays depuis 30 ans, c'est la nationalisation. Écoutez. Arnaud Montebourg menace de nationaliser l'ensemble pendant quelques mois pour mieux le revendre ensuite. Envisager une nationalisation, lancer tout simplement le débat sur un tel principe est vraiment scandaleux. La nationalisation partielle, totale, temporaire, ça n'est qu'un moyen. La question c'est, est-ce qu'il existe un avenir industriel pour cette entreprise? Je ne suis pas du tout certain que la nationalisation soit la réponse adaptée au problème aigu qui est celui de la poursuite d'activités à Florange. Lorsque les intérêts stratégiques de la nation au plan industriel sont en cause, qu'il risque d'y avoir un pillage de notre propriété industrielle, c'est une position constante que j'ai toujours eue. Nous ne devons pas écarter l'opportunité de pouvoir opérer une nationalisation. Il y a le cas d'Arcelor, mais c'est le cas aussi pour Sanofi, c'est le cas aussi pour, à la limite, pour Peugeot, PSA. Voilà, c'est tous ces capitalistes qui ne sont pas capables de faire fonctionner leur entreprise normalement et de maintenir l'emploi, oui, il faut les exproprier. Le gouvernement n'a pas retenu l'hypothèse d'une nationalisation transitoire. C'est de l'enfumage qui... pendant une semaine, quoi. Voilà, la seule alternative, la seule solution possible qu'il y avait à l'issue de tout ça, c'était une nationalisation. Le gouvernement, quand il parle de nationalisation, il ment à quel moment ? Au moment où il le propose ou au moment où il dit que c'est seulement dans certaines circonstances? La question de la nationalisation temporaire restait sur la table car c'est une arme dissuasive. Si M. Mittal ne tient pas à ses engagements, l'État prendra ses responsabilités. Alors, la nationalisation, pourquoi en reparle-t-on maintenant, 30 ans après, Éric Nolot? Moi, j'ai beaucoup aimé l'intervention de Laurence Parisot, parce qu'on n'a même pas le droit de lancer le débat. C'est pas la nationalisation qu'elle réfute, c'est même le débat. Alors, je sais pas... Il faut dire que ce débat avait disparu depuis très très longtemps. Oui, mais est-ce qu'on n'a pas le droit de le rouvrir? C'est bizarre, parce que c'est même l'idée qui est rejetée. En fait, ce dont nous instruit l'affaire ArcelorMittal, c'est que soit... Et Petroplus, il en est question. Oui, aussi mais il y en a pour d'autres. Mais soit on lance le débat sur la nationalisation, et c'est la seule manière d'un peu équilibrer le rapport de force, et complètement disproportionné en faveur des entreprises contre l'État et les salariés, ou alors on négocie avec eux, et c'est comme souffler dans une gueule de gomme, ça sert à rien, puisque le rapport de force est en leur faveur. Et on a vu ce que ça donnait. Soit on tape très fort la nationalisation, soit on laisse le marché. Le problème, c'est que le gouvernement actuel est entre les deux. Il veut trouver une solution entre les deux. Ça les Français, la nationalisation, pour moi, c'est un débat qui a toute sa pertinence aujourd'hui. Les Français, en revanche, sont comme vous. D'ailleurs, au moins 6 d'entre eux sur 10 dans les sondages se prononcent en faveur de la nationalisation. Alors, j'ai demandé à Benjamin Coriat de nous rejoindre. Vous êtes coprésident des économistes atterrés, avec lesquels vous avez publié plusieurs livres. Le dernier, c'est L'Europe maltraitée. Vous êtes favorable aux nationalisations. Alors, on ne va pas prendre le cas de Florange, qui est spécialement, mais à l'idée même de nationalisation, elle vous paraît à vous aussi pertinente aujourd'hui? Moi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit, à savoir que dans la débâcle à laquelle on assiste et dans le désastre des chômeurs qu'on enchaîne les uns derrière les autres, il faut passer à des mesures un peu fortes. Alors, je ne suis pas du tout un adepte de la nationalisation par principe, etc. Mais je pense qu'il y a une série de circonstances dans lesquelles il faut, oui, taper sur la table et, le cas échéant, nationaliser pour remettre en marche des processus de production. J'ajouterai juste une chose par rapport à ce que fait Montebourg, pour parler clair. On ne peut pas lui reprocher d'aller au front et d'aller feu après feu essayer d'éteindre les flammes avec un succès mitigé, il faut bien le constater. Mais je pense qu'il faut faire davantage, c'est-à-dire qu'il faut aussi être capable pour l'État aujourd'hui de prendre ses responsabilités pour impulser des activités nouvelles dans toute une série de secteurs nouveaux. Parce que si on doit jouer que les pompiers sur les désastres de gestion des capitalistes qui n'en sont plus, il faut bien le voir aujourd'hui, c'est ce que dit Philippe Poutou on aussi. Risque de perdre son temps. Il dit qu'il faut nationaliser tous ceux qui sont... Mais moi je disais ça dans le sens où c'est devenu des financiers, et c'est y compris le cas de M. Mittal, parce qu'il y a un problème de sidérurgie aujourd'hui en France, pour prendre cet exemple. Il y a un problème de sidérurgie. Ce qu'on reproche à Arnaud Montebourg, c'est de faire naître un énième espoir, et que cet espoir, voilà, ça va finir par une révolte, parce que les gens s'accrochent, se disent Montebourg au moins il nous propose quelque chose, et à la fin des fins c'est pas lui. C'est pas en sa faveur qui a rendu l'arbitrage. Moi j'ai peur que ça se finisse très mal. On peut pas lui reprocher en même temps de lancer la chose. Voilà. D'en tirer les conséquences. Qu'est-ce qu'il fait encore au gouvernement, je me demande. Oui, peut-être, je sais pas, mais en tous les cas, c'est tout le drame de ce gouvernement, de ce pouvoir qui,
d'un côté, effectivement, va vers les syndicalistes, les ouvriers, en disant c'est ça qu'il faut faire, et de l'autre côté, on discute avec M. Mittal dans les salons de l'Élysée. Bon, voilà, là, il y a un gros problème. Non, mais le fait de discuter avec M. Mittal dans les salons de l'Élysée, à un moment ou à un autre, c'est probablement indispensable. La question, c'est pour faire quoi, hein, parce que ce à quoi on a affaire, et une des raisons pour lesquelles la France souffre si complètement, j'aurais peut-être des désaccords avec ce qu'on va entendre tout à l'heure, mais je ne serai plus là, c'est cette prégnance absolument extraordinaire de la finance. Monsieur Mittal est quelqu'un, ça a été publié, argumenté, etc., qui a été porté à bout de bras par Goldman Sachs, qui a enchaîné les achats les uns derrière les autres et qui gère son capital comme un portefeuille financier et pas du tout comme un industriel. Sinon, sans doute, on n'en serait pas là. Donc, comment dire, dans cette situation, il faut que quelqu'un joue le rôle de capitaine d'industrie. Et si l'État peut aider à ce que ce rôle soit assumé par quelqu'un, eh bien, félicitons-nous-en, même si, encore une fois, moi, j'ai pas une religion de la nationalisation. Parmi les économistes atterrés, on n'a pas de religion de la nationalisation. Mais on pense qu'on est en état d'urgence et qu'on ne peut pas rester dans cette situation-là. Juste un dernier mot, comment dire, lorsqu'on a une situation dans laquelle on a des entreprises entre les mains d'actionnaires qui réclament des rentabilités de 15% sur le capital avancé, il est évident qu'on a faillite après faillite, chômage après chômage. À 15% de rentabilité, très peu d'activités peuvent fonctionner, parce que ce n'est pas une logique industrielle, c'est une logique financière. Alors déjà, il y a 35 ans exactement, on parlait de nationaliser la sidérurgie de Lorraine, et à l'époque, c'était le numéro 1 du Parti communiste français, Georges Marchais, qui le disait. Nous ne sommes pas, et nous ne serons jamais, partisans de la nationalisation pour la nationalisation. Cela n'aurait pas de sens. Nous ne sommes animés dans ce domaine de la sidérurgie comme dans tous les autres que par un seul souci, celui de trouver des solutions cohérentes, réalistes, efficaces aux problèmes cruciaux posés à notre peuple et à notre pays. Et les problèmes dans le domaine de la sidérurgie et des mines de fer, vous l'avez montré, ils sont particulièrement aigus, particulièrement tragiques. Philippe Magnière, vous êtes hostile aux nationalisations par principe? Non, moi je suis comme on vient de l'entendre, il n'y a pas de raison d'avoir une position de principe sur le sujet. Il y a des nationalisations qui sont tout à fait défendables. À la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, il y a eu par exemple, une société de chemin de fer qui ne pouvait plus financer leur développement. Il y avait eu une spéculation. L'État a nationalisé, il a bien fait, parce que ça a permis de finir les voies et de doter la France de voies de chemin de fer dont elle avait bien besoin. Quand les États-Unis ont nationalisé General Motors avant de le revendre, ils avaient probablement... Il y a très peu de temps, c'était Barack Obama. Très peu de temps, donc c'est-à-dire que c'est pas forcément une vieillerie à ranger au magasin des accessoires, c'est pas absurde. On a nationalisé quelques banques en 2008 aussi. Alors ça, c'est les États-Unis, c'était l'automobile. En Islande, en Angleterre. Au Royaume-Uni, qui est quand même le pays d'Adam Smith et de toute l'économie libérale. On a nationalisé les banques. En France, Dexia, hein. Non, Dexia n'a pas été nationalisé. Il a été vaguement sauvé pour pas très cher. La France est le seul pays d'Europe où les banques ont pratiquement rien coûté. On va y revenir. Oui, c'est un autre débat. C'est toujours trop, mais c'est infiniment moins qu'ailleurs. Quand on nationalise les banques au Royaume-Uni, vous imaginez bien qu'ils ne le font pas de gaieté de cœur, c'est pas vraiment leur religion. Mais ça a du sens, parce que si les banques s'effondrent, il y a tout simplement, on peut plus être payé, on peut plus retirer de l'argent dans les terminaux points de vente. Donc tout ça a du sens. Là où on peut vraiment se poser la question, si on accepte les uns et les autres qu'il n'y a pas de question de principe, c'est de savoir si c'est intelligent de dégainer la nationalisation pour un sujet qui ne le mérite pas. Et mon analyse, c'est que dans cette instance, c'était vraiment un sujet qui ne le mérite pas. Pourquoi? Parce que quand vous avez General Motors ou une très grande banque britannique qui est sur le point de faire faillite, l'entreprise est menacée. Elle va perdre ses salariés, on va perdre les savoir-faire, tout va se casser la figure, c'est la fin du monde. Il y a un vrai danger pour le pays. Et donc dans ce cas-là, comme pour les chemins de fer français il y a 150 ans, ça a du sens de dire pendant un court instant ou pendant un plus long instant, l'État met la main sur l'affaire, la redresse et puis essaye ensuite, si possible, de la revendre. En tout cas, c'est de nécessité publique en quelque sorte. Là, en l'occurrence, c'est un haut fourneau dans un ensemble qui n'est pas menacé. ArcelorMittal va très bien, d'ailleurs personne n'a envie de le sauver pour lui faire plaisir. Si on veut le sauver, c'est pour les salariés seulement.
dans une situation industrielle qui est très particulière, c'est-à-dire qu'il y a une surproduction terrible. On ne l'a pratiquement pas dit dans les médias sur le sujet, mais la demande d'acier en Europe s'est effondrée de 25%. Ni Mittal, ni vous, ni moi ne l'avions prévu. Voilà, c'est la crise, c'est le ralentissement de l'automobile. On ne peut pas dire à la fois qu'il faut rouler moins en voiture et qu'il faut faire plus de tôle pour les voitures. Donc, dans cette situation de surproduction, qu'est-ce qui se passe? Les capitalistes, qui sont peut-être moins spéculateurs que vous le dites, mais qui de fait poursuivent leur intérêt personnel, on ne leur a jamais demandé autre chose et ils ne feront jamais rien d'autre, ils commencent par ajuster les capacités de production en fermant ce qui est le moins rentable. Or, je vais le dire, la mort dans l'âme pour la Lorraine, pour laquelle j'ai de l'affection, mais s'il y a de l'acierie en Lorraine, c'est à cause de l'histoire. C'est parce qu'à l'époque, il y avait du minerai de fer et du charbon. Donc ça avait du sens de mettre un haut fourneau en Lorraine. Aujourd'hui, ça avait du sens de le nationaliser en 82 parce qu'on a fait. Éventuellement, on a ressorti. Mais regardez ce qui s'est passé depuis dans le monde entier et en France aussi, parce que maintenant l'acier il est fait en gros à Fos et à Dunkerque. L'acier est fait avec du minerai et avec du charbon qui sont importés. Donc la Lorraine, elle a beaucoup de qualité, mais elle n'est pas au bord de l'eau. Donc fermer ce haut fourneau qui n'est pas rentable dans une période où il faut de toute façon fermer parce qu'il y a moins de demande d'acier, j'ai peine à le dire, mais c'est inévitable. Et nationaliser ce petit bout-là serait insensé, parce que ça n'a rien à voir avec la nécessité publique que je viens d'évoquer comme justifiant éventuellement une nationalisation, mais en plus, ce serait encore pire, parce que si vous privez Mittal de ce petit bout-là et de ce avec quoi il fallait embarquer l'ensemble, parce que ça ne marche pas, c'est-à-dire que tous les léminoirs qu'il y a autour, vous allez avoir une situation concurrentielle complètement perturbée, on risque de perdre les clients des léminoirs. Non, mais il y a une logique économique, pardon, je finis en un instant, il y a une logique économique qui fait que la logique, c'est une science. Alors économique ou pas économique, ce que je vous dis, c'est de la logique. Si nationaliser ce truc-là n'a pas d'utilité publique, on n'est pas en mal d'acier, il n'y a pas d'enjeu stratégique, et en fait, on a un petit problème sur un haut fourneau parce qu'il y a une raison de surproduction et que malheureusement, ce haut fourneau n'est pas rentable. Ce que je tire de cette histoire, c'est que contrairement à ce que dit Parizeau, le débat est ouvert. On est en train de le tenir. Non, mais sur la nationalisation. Non, mais d'accord. Oui, mais c'est très nouveau, parce que pendant des années, on nous a dit tout ça c'est terminé. Il faut toujours répondre oui. Non, mais ce que racontait Marché, tout ça c'est complètement obsolète. Je vois que ça revient. Moi, je suis très surpris pour quelqu'un de ma génération. Ça va pas aller bien loin. Pour quelqu'un de ma génération, trouver que Marché redevient audible, voilà. Non, mais là, ce que vous dites, vous fermez le débat à nouveau. Non. Moi, je dis que c'est rouvert. Je dis qu'on va s'apercevoir qu'on ne peut pas subir comme ça sans contre-attaquer, parce que on peut pas subir la tyrannie de personnes qui, à chaque fois qu'elles mettent des gens à la porte, voient leurs actions augmenter. Non, mais c'est juste ajouter un mot et puis ensuite juste un mot. Juste pour vous dire à quel point c'est réellement pas la... Si vous voulez, le problème, c'est qu'en France, on se sent dos au mur et donc les gens cherchent des baguettes magiques. Bon, le problème, c'est que quand vous regardez les 3 pays d'Europe qui ont le moins de chômage, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse, ce sont les pays les plus à l'opposé de l'idée même de nationalisation. C'est des pays qui sont tout à fait sociodémocrates, redistributeurs en diable, mais où l'économie de marché fonctionne sans que personne n'ait envie de nationaliser tel ou tel truc. En Allemagne, QCell, numéro 1 du solaire, s'est effondré. Il n'y a pas eu un mot de la chancelière. Donc il y a quelque chose qui ne marche pas en France. Économique et au nom du capitaliste que vous décrivez comme cherchant son intérêt personnel, on lui demande rien d'autre. Je suis désolé, factuellement peut-être, philosophiquement, on lui demande autre chose au capitaliste aujourd'hui. On lui demande autre chose. On lui demande d'être impliqué socialement. On lui demande d'être impliqué pour les générations futures avec la crise de l'écologie. On lui demande autre chose. Et d'entendre un ministre qui dit « je vais entrer, peut-être c'est une rodomontade, mais je vais entrer dans un bras de fer avec un géant de l'industrie », eh bien il y a de l'espoir que lever. Alors, deux choses, j'ai à dire deux choses là-dessus. La première, c'est qu'effectivement, je rejoins Éric Nolot, cet espoir immense, cette sortie du storytelling du gouvernement d'avant, et tout d'un coup, il y a un débat qui est sur la place, il risque de retomber, effectivement, et il est retombé. Oui. Donc on est dans une sorte là, pour l'instant, avec ce gouvernement, d'une démocratie un peu Facebook. On pousse des coups de gueule, on annonce, au lieu d'avoir des réelles possibilités de vaincre, des réelles possibilités de gagner. Moi, je suis pour la nationalisation si ça conserve l'emploi. Provisoire peut-être, mais si ça conserve l'emploi. Et y compris toutes les autres entreprises ensuite qui seront dans la même situation. Attention, deuxième chose, ne nationalisons pas à perte. On va pas nationaliser tout et n'importe quoi, sinon on augmente la dette publique. Si vous voulez nationaliser, c'est parce que ça perd de l'argent. Mais je veux dire, c'est très important que tout d'un coup, c'est très important que tout d'un coup on comprenne que ce capitalisme dégénéré, financiarisé, on n'en veut pas. Et d'ailleurs, les patrons, les petits patrons, peut-être pas Mittal, mais les petits patrons qui sont impliqués socialement, qui pleurent quand ils licencient, qui sont extrêmement pris dans le tissu social, eux, ils veulent changer le capitalisme. Eux, ils veulent transformer les règles du jeu. Donc votre logique économique, elle est vouée à disparaître. Elle est préhistorique, monsieur.
Il va falloir expliquer ça aux Suisses, aux Néerlandais et aux Allemands. Sauf qu'eux, ils n'ont pas de problème de chômage. Oui, les Suisses sont formidables. En Allemagne, il y a SMIC au rabais. Enfin, voyons un peu ce qui se passe dans le pays. Non, mais vous n'allez pas dire quoi que la Suisse est un pays pauvre, il ne faut pas exagérer. Vous faites un référendum. Non, pas un référendum. Vous imposez à la France les conditions salariales de l'Allemagne. Vous avez 10 millions de personnes dans la rue et c'est la révolution parce que les Français ne l'accepteraient pas. On ne peut pas transposer le modèle allemand au modèle français. Il a ses défauts. Il a ses défauts. Il ne faut pas exagérer. Benjamin Corriat et Anne-Marie Le Pourriette. Je voudrais d'abord revenir sur le cas de Florence, puisqu'on en dit un mot. Dans la leçon de choses qui nous a été donnée, je ne veux pas dire administrée, on a oublié quelques petits détails. Non, mais on a oublié quelques petits détails. Et l'un des détails qui a quand même son importance, c'est que le site de Florange fabrique des aciers premium, très haut de gamme, et que l'un de ses atouts... Non, mais une seconde. Oui, mais le laminoir, il ne marche pas s'il n'est pas alimenté par du chaud. Alors on préfère faire venir ça de Dunkerque. Vous trouvez ça rationnel? Bon, vous voyez bien que votre raisonnement sur les localisations, il ne tient pas, puisqu'on fait venir on entend fermer un haut fourneau ici pour faire venir les bars de Dunkerque ou de Fos. Vous voyez bien que votre démonstration ne tient pas. Bon, le point important, parce que le point important, c'est celui-là. Le point important, c'est qu'il y a un site qui a sa cohérence, dans lequel il y a du chaud, il y a du froid, il y a de l'emballage, il y a une série de choses. Que ceci a sa cohérence, bien, et que non seulement a sa cohérence, mais fournit, je répète, des aciers premium pour Volkswagen, s'il vous plaît. Donc, Mercedes. Mais ça, personne ne veut le fermer, hein, les aciers de qualité. Mais oui, mais bien sûr, personne ne veut le fermer, parce que ça fait... Ni Mittal, ni l'État. Non, mais on y est, parce que ça fait plus de 15%, et que ce qui ne fait pas en dessous de 15%, on ferme. Je suis désolé, on n'est pas dans une situation dans laquelle on peut fonctionner suivant cette logique-là. Bien. Et tous les rapports d'experts, y compris ceux que Montebourg a sur son bureau, que d'ailleurs M. Hérault aussi a sur son bureau, explique que si on maintient l'intégrité du site, non seulement on continue à faire vivre la région, non seulement on maintient les emplois, mais on a une entité rentable. Bien. Donc il faut dire tout ça. Il faut dire tout ça. Il ne s'agit pas de canard boiteux. Mais si c'est le cas, pourquoi on n'a pas réussi à le vendre? Laissons l'Allemagne pour le moment. Il semble bien qu'on avait un repreneur. Il semble bien qu'on avait un repreneur. Contrairement à ce qu'a annoncé l'entourage de M. Hérault, le repreneur existait bel et bien. Donc pourquoi on n'a pas réussi à le vendre? Parce qu'on ne s'est pas donné les moyens de le faire. Et on revient à ce qui a été dit par avant moi sur comment ce gouvernement se positionne par rapport aux états de crise. Anne-Marie Le Pourriette. Alors, la Constitution française, dont le préambule réaffirme celui de la Constitution de 1946, préambule élaboré à l'époque du Conseil national de la résistance, etc., nous indique simplement tout bien, toute entreprise qui a ou qui acquiert le caractère d'un service public ou d'un monopole de fait doit devenir la propriété de l'État. Ça, c'est la nationalisation obligatoire, encore faut-il savoir ce que c'est qu'un service public, un monopole de fait à identifier. Ensuite, hormis ce caractère obligatoire, les nationalisations opportunes. Ça ne peut pas être simplement opportun puisque toute atteinte au droit de propriété, à la liberté d'entreprendre, en tout état de cause, doit être nécessaire. Au regard, cette fois-ci, de la déclaration de 1789, qui est aussi dans le préambule. Éventuellement, on considère que c'est nécessaire. Alors, voilà, la question est là. La question est là, est-ce qu'il y a une nécessité sociale, économique et autres? Et attention, en prenant en compte bien sûr tous les éléments, y compris les effets pervers. Parce que si chaque fois qu'il y a une menace de licenciement chez Moulinex, chez Le Jabi, chez autres, il faut nationaliser, l'État va faire des soutiens-gorge. Hein. Donc, il va faire oui, il y a quand même un petit risque tout de même d'aller systématiquement, chaque fois qu'il y a une... Évidemment, ce sont des accidents sociaux. Enfin, c'est une nationalisation temporaire. Voilà, donc oui. Bon, alors, je ne connais pas suffisamment le dossier, franchement, pour me prononcer. Mais pour apprécier la nécessité d'une nationalisation, il faut vraiment faire un contrôle de ce qu'on appelle de proportionnalité, avantages, inconvénients, risques, et risque aussi d'appel d'air. Hein, c'est comme les régularisations systématique de sans-papiers, eh ben venez, continuez. Voilà. Mais il y a un élément au tableau, c'est les manquements répétés d'ArcelorMittal à tout
les engagements qu'il avait pris. Si c'est vrai, en droit, c'est facile, on lui fait un procès et on gagne. Non, mais voilà, c'est ça, parce que moi, j'ai entendu ça comme vous, et évidemment, je suis comme vous, je désapprouve si c'est le cas. Non, mais on nous a pas dit. C'est le cas. Non, on le sait quoi. Non, mais c'est prouvé par A plus B. Vous parlez tous en même temps. On ne peut pas dire tous, parce qu'on est tous d'accord sur le fait qu'il a violé la loi. Monsieur Guénaud. À ce moment-là, il faut le poursuivre devant les tribunaux. Ça, c'est très facile. Mais la question et heureusement, on est dans un état de droit. Non, mais il y a un moment, il faut arrêter d'encaisser. En tout cas, moi, il n'y a pas grand-chose dont on puisse se réjouir dans cette affaire. Une seule chose, c'est que la logique financière, apparemment, n'est plus l'alpha et l'oméga de tout en France. Et ça, rien que ça, je respire déjà mieux. On va voir, ça va peut-être retomber, ça va pas faire grand-chose, mais il y a quelque chose qui a basculé, voilà. On verra dans quel sens. Moi, je trouve que vous avez un discours quand même extrêmement cynique et violent. Et non, moi, c'est peut-être pas exagéré. Mais si, parce que de toute façon, c'est pour vous, c'est le capital qui a raison sur tout. Et mais vous parlez jamais au niveau. Moi, je suis pas une économiste, donc évidemment, je vous écoute. Et je trouve que Montebourg, même s'il il n'a pas été au bout, il a donné quand même un espoir. Il a quand même. Je trouve que dans cette idée de nationalisation, il y a effectivement peut-être qu'il y a un retour aux années 70, il y a un retour à une utopie, il y a un retour à ce que ce dont les gens ont envie, c'est pour ça. Et votre discours, il tient pas du tout compte de l'humain et il est extrêmement réducteur. C'est pas vrai, parce que vous vous souvenez peut-être que j'ai dit que les pays qui allaient bien, et il y en a en Europe. Les Français croient toujours que tout le monde va mal, mais pas du tout. Il y a des pays qui vont bien, même en Europe. C'est pas la peine d'aller très loin. Ces pays-là ne font pas. Juste me laisser terminer la fin. Ils n'ont pas de chômage. Pardonnez-moi, le problème de la France, c'est quoi? C'est d'abord le chômage. Ces trois pays que j'ai cités qui sont nos cousins, je vous ai pas cité le Zimbabwe oriental ou le Japon méridional. Ces trois pays qui sont nos voisins, nos cousins, qui ont les mêmes atavismes que nous, des constitutions très proches, eh ben, ils réussissent. Et ils réussissent avec le même souci humaniste, avec le même souci. Mais si, ils ont un tissu économique très proche. Le même souci humaniste que nous. Moi, j'aimerais être idéaliste et comme vous, j'accueillerais très volontiers l'irénisme et le monde des bisounours. La vérité est que quelqu'un qui entreprend et qui crée des emplois en France, comme ailleurs, pardonnez-moi, ne le fait jamais pour faire plaisir à des tiers. Pardon, je suis pas en train de dire que c'est bien. Je suis en train, juste le dernier. Il ne fait que pour s'enrichir. C'est laid, mais c'est comme ça. C'est écrit par Adam Smith. Adam Smith, c'est justement pas le. Pardonnez-moi. La vérité est que vous verrez très difficilement un employeur qui crée des emplois en disant ça va faire plaisir. Il est content de créer des emplois, mais il le fait pour développer son business, pour créer de l'argent. C'est un effet secondaire non désiré. Il ne peut pas faire autrement. Là-dessus, on est d'accord. Ça a toujours été comme ça. Et la vérité, sauf dans les scopes, mais qui sont une sueur de mouche par rapport à l'ensemble du dispositif du système. Et donc, je suis d'accord avec vous que c'est pas forcément très noble, mais c'est comme ça. Monsieur Mittal, si on lui dit, comme on le lui a dit, vous n'êtes pas très désirable, ou bien vous pensez trop à votre argent et pas assez à notre bonheur, au bout d'un moment, il va dire, écoutez, il y a quand même d'autres endroits où je me fais un peu moins engueuler, il va partir. Donc, l'alpha et l'oméga, malheureusement, mais c'est pas la technocratie capitaliste. Encore une fois, je ne suis pas en train de porter un jugement de valeur, et j'aimerais que le monde fût intégralement peuplé de gens charmants qui font tout pour leur prochain. Mais ça n'est pas le cas. Est-ce que vous aimeriez pas changer le monde de temps en temps? Parce que je veux bien qu'on le change. Je veux bien qu'on le change, mais la nature humaine, on la change pas par décret ni par nationalisation. Je vous interromps parce que ce qui ressort de votre discours et que je trouve très très gênant, c'est que vous rétablissez l'idée de fatalité. Non, pas du tout. Ah si, pas du tout. Il faut juste aligner les intérêts. Vous rétablissez l'idée de fatalité, et cette fatalité est constituée d'éléments, effectivement, qui reviennent à faire de l'argent, et c'est logique de faire de l'argent. C'est une fatalité sonnante et trébuchante. Sonnante et trébuchante, voilà. Et peut-être que le mérite d'une nationalisation maintenant, c'est un moment de dire qu'il n'y a pas forcément de fatalité, et que sur le plan, qui n'a rien à voir avec ce que vous dites, qui sera un plan de symbole. C'est-à-dire un plan où les gens auraient l'impression, où les gens auraient l'impression qu'ils ne perdent pas toujours devant M. Mittal ou d'autres qu'on porte au pinacle en disant, moi j'ai toujours été étonné, par exemple j'ai entendu une interview il y a quelques années du PDG de Renault, je ne sais plus comment il s'appelle, on m'avait décrit un tigre de l'industrie, un type incroyable, mec, formidable. Et il arrive au salon de l'auto, on lui dit alors ça va être difficile, il dit oui, alors je crois que par prudence, il faudrait quand même que je licencie un peu une ménagère sans la moindre idée, sans la moindre invention. Les gens que vous décrivez, qui sont ces gens qui nous fabriquent la fatalité, ne sont pas des inventeurs. Ce ne sont plus des inventeurs. C'est plus compliqué que ça. Non, ce ne sont pas des inventeurs. Si, ce sont aussi des inventeurs. Or, les syndicalistes et les travailleurs sont parfois des inventeurs. Et peut-être que la nationalisation qui a été brandie comme ça serait un moyen de dire...
Alors, droit aux inventaires. Je comprends. Moi j'entends votre argument sur la force de la symbolique, l'utilité de la symbolique en politique et le fait de montrer qu'il n'y a pas de fatalité. Je me réfléchis pas dans la symbolique parce que j'écoute bien monsieur qui n'a... Il y a une dimension symbolique, mais il y a une dimension tout à fait économique, à condition de changer un peu de logiciel. Non mais pardon, le logiciel des gens, vous n'allez pas le changer. Le logiciel des investisseurs, celui des investisseurs. Je vous interromps. C'est juste pour vous dire que c'est pas ça n'a pas été... 15% de rentabilité, je licencie. Oui, il faut le changer. Ça n'existe pas. Bien entendu, il faut le changer. C'est pas la seule menace. Je suis désolé. Si vous êtes économiste, vous devriez le savoir. Ça n'est pas la seule menace que le gouvernement a brandie cette semaine. Il y en a eu une autre. Constitutionnellement, elle est un peu sur le même plan, le dira Anne-Marie Le Pourriette. Là, c'est pas les nationalisations, ce sont les réquisitions. Écoutez. La ministre interpelle les évêques et les prêtres. Elle les exhorte à héberger les sans-abri dans leurs locaux vides. En menaçant l'Église de réquisition si sa requête n'est pas suivie d'effet dans un mois. Toutes les personnes morales, quelles qu'elles soient, des banques, des assurances, l'Église, d'autres qui aujourd'hui sont en situation de posséder des bâtiments qui sont inoccupés ou vides, sont concernées par l'appel qui est le mien, de mettre à disposition de l'État et des associations qui en ont besoin des lieux qui permettront de loger des familles. On n'a pas attendu que Mme Duflot nous envoie une lettre pour faire quelque chose. Cette année, 120 personnes qu'on est prêt à accueillir à peu près pour 26 paroisses qui se mettent dans cette opération, qui vivent cette opération. On va m'expliquer pourquoi tant d'immeubles, couvents, maisons religieuses, séminaires voient 3 ou 4 personnes à l'intérieur alors qu'ils ont la possibilité d'accueillir 100, 200 personnes. C'était une salle de réunion, une salle où il y avait un ordinateur et elle a été aménagée et la dernière main a été mise tout à l'heure, il n'y a même pas une heure et on est prêt pour ce soir. Voilà. On en est aujourd'hui à se poser la question de réquisitionner ceci ou cela ou d'appeler à l'église ou je ne sais qui, c'est parce qu'on n'a pas su mettre en place une bonne politique du logement. Donc il faut le faire. Éric Nolot, vous êtes pour les nationalisations, vous êtes pour les réquisitions? Enfin, je sais pas, moi, l'Église, il me semble, les organisations qui lui sont proches font bien leur boulot. Cécile Duflot, non, franchement, elle est consternante, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce procès fait à l'Église? Elle ferait bien de me balayer devant sa porte. Là, il y a une incurie de l'État qui n'arrive pas à régler ce problème du mal logement ou des sans-logis, surtout en période d'hiver, et elle va désigner comme bouc émissaire l'Église. Alors vraiment, je ne comprends pas. Elle a parlé aussi, je crois, des banques, des entreprises qui auraient des bâtiments vides. Non, mais il se trouve que... Elle n'a pas désigné les gestionnaires du parc public comme elle a désigné l'Église. Donc là encore, je partage absolument l'avis de ce qui a été dit. Autant le principe de procéder à des réquisitions face à la détresse, à la misère extrême, etc. Moi, je n'ai aucun état d'âme, bien. Autant le faire en désignant l'Église à la vindicte et en plus avec une expression du type « et j'espère bien que, étant donné leur position morale, en jouant sur plusieurs sens du terme, etc., ils ne s'opposeront pas à ça », c'est totalement déplacé. C'est totalement déplacé. Donc, et puis, enfin, dernier point, là aussi, je souscris tout à fait à ce qui a été dit. On ne découvre pas ça. Les hivers avec les gens à la rue, on ne découvre pas ça. Bien entendu, ça date au moins de l'abbé Pierre. Mais là, c'est pas les années 70, c'est les années 50. Non seulement on n'a pas avancé, mais on a régressé, parce que la situation est encore pire. Oui, parce que la situation est pire que dans les années 50. Scandaleux. Mais elle a raison de bousculer un petit peu. Attends, un moment, ça va, on peut aussi les curés. Ils n'arrêtent pas de nous donner des leçons là, de morale. Laissez terminer Catherine Corsini. Donc, pour le moment, justement, je suis sûr qu'elle a raison, je suis sûr qu'il y a plein d'endroits qui sont vides et qu'ils ont beau faire certaines choses sûrement formidables, on peut tout de même un petit peu aller les déranger pour que, tu vois, ils donnent un peu plus. Donner l'Église à la vindicte. Vous êtes plutôt pour que ce soit l'État. Évidemment. Marine Le Pen, elle proposait que ce soit les châteaux de la CGT. Non, mais il n'y a personne qui propose que ce soit tout simplement des appartements plutôt que d'aller chercher des couvents ou des bâtiments de l'État. Fait pour ça, enfin, qu'on les construise ou qu'on permette à ceux qui les ont construits. Ne parlez pas des appartements qui appartiennent à des gens. Non, mais en fait, elle rappelle une vieille tradition de l'Église quand même. Bien sûr. Parce que la tradition d'hospitalité dans les églises et de charité, elle est très très ancienne. Voilà. Alors effectivement, moi je suis d'accord. Pas les pointer du doigt comme ça, parce que il y a tant de locaux vides, de banques, machin, des trucs. Mais bon, c'est vrai que c'est une tradition normalement de l'Église. Mais elle dit que cette tradition, l'Église dit qu'elle la respecte. Évidemment. Attendez, Anne-Marie Le Pourriette,
Le principe des réquisitions de logements vacants. La Constitution. Le principe des réquisitions de logements vacants existe dans le droit depuis longtemps. Il a été renforcé dans les lois sur l'exclusion sociale. Bien, le principe existe, c'est évident. Mais on a bien vu le ton sur lequel s'est exprimée Madame Duflot, petit sectarisme anticlérical, et puis vlan dans les gencives à cause du mariage homosexuel, etc. C'est la tonalité, la façon de le dire qui a choqué, voilà. Mais c'est pas le principe. Et évidemment, le premier des grands propriétaires de logements vacants immenses, c'est l'État. Et donc là, on ne peut que lui dire, mais balaye devant la porte, devant ta porte. Ils sont où ces locaux vacants? Mais il y en a partout, ils sont ministères, il y a de la place, je peux vous assurer, allez voir donc. C'est très triste de vouloir régler des comptes idéologiques sur le dos des sonologies. C'est ça qui est mauvais. L'article du Parisien, je crois que c'est le 3 décembre, elle n'attaque pas l'Église frontalement, bille en tête. Elle dit d'abord, elle appelle, elle écrit à l'archevêque. On l'a entendu. Non, là. Elle n'écrit pas, elle annonce qu'elle a écrit à l'archevêque. Oui, parce que si elle avait pris contact avec l'Église pour dire qu'est-ce que vous pouvez faire, etc., il n'aurait rien eu à dire. Elle annonce qu'elle a pris contact avec l'Église. Laissez-moi expliquer. Laissez terminer Vincent Cespedes. D'abord, il faut distinguer une chose importante. Il y a les individus croyants et puis il y a l'institution. Et je pense qu'elle s'attaque d'abord à l'institution, certainement pas aux bénévoles, aux curés qui aident les sans-papiers à Sangatte et ailleurs. On sait qu'il y a beaucoup de catholiques impliqués pour les pauvres et c'est une tradition. Je ne comprends pas comment on peut être offusqué en disant je vous appelle, j'en appelle à vous, vous êtes un magistère moral, j'aurais besoin de vous. L'État qui en appelle à l'Église, moi ça. Oui, l'État qui en appelle à l'Église. L'État qui en appelle à l'Église en France. Non, mais elle en appelle au bureau administratif. Elle en appelle au bureau administratif. Elle en appelle dans la même phrase aux casernes de la gendarmerie. Donc voilà, il y a mobilisation, c'est une cause nationale. Les mal logés. La question, je suis pas d'accord. La question qu'elle pose est une excellente question. Noël arrive. On va carillonner dans tous les coins. C'est pas mal de mettre un tout petit peu l'Église, donneuse de leçons, l'Église institution, pas les individus, donneuse de leçons, qui nous dit comment il faut se marier, qui nous dit comment il faut être, qui a des donc c'est un règlement de compte idéologique sur le dos des sans-logiques. Tous les cathos de gauche devraient être d'accord. Tous les cathos de gauche devraient être d'accord. Et d'ailleurs, ils sont d'accord. Ils sont d'accord. Et l'Église aussi. Pourquoi s'offusquer? C'est un mauvais procès. C'est l'Église conservatrice qui doit s'offusquer. Et je suis étonné de vos cris. Mais ils s'offusquent pas. Mais il n'y a pas à s'offusquer. On peut être contre le mariage homosexuel et pour offrir un toit aux sans-abri. C'est un débat complètement ridicule. C'est pas ridicule. Et ben pourquoi ils le prennent mal? Ils auraient dû bien sûr dire OK, on ouvre la porte, c'est tout. Je pensais que Philippe Bagnard, lui, s'offusquerait qu'on s'attaque à ce point à la propriété privée. Après les entreprises qu'on veut nationaliser, pour les bâtiments qu'on veut réquisitionner. Même la constitution de l'an 2, qui était quasi soviétique, considérait que la propriété était une liberté publique. Donc il ne faut quand même pas totalement oublier que attenter à la propriété, c'est quelque chose de grave. On ne le fait pas n'importe comment. Heureusement, le Conseil constitutionnel surveille ça de très près, que ce soit des nationalisations ou les réquisitions. Cela dit, c'est vrai, il y a des lois qui ont été jugées constitutionnelles qui ont mis en œuvre des nationalisations et des réquisitions. Donc voilà, on fait avec, c'est une question de compromis d'équilibre, comme vous le disiez, madame. Moi, je suis pas particulièrement choqué par ça. Ce qui m'amuse quand même un peu, c'est ce que vous disiez, on peut quand même être contre le mariage gay et tendre la main aux pauvres, pour le mariage gay et un salaud. Enfin, tout ça est parfaitement non corrélé. Deuxième chose très importante, le malheur. C'est vous qui faites la corrélation. C'est vous qui faites la corrélation. Mais si. C'est ce qu'on entend. On voit bien que c'est pas par hasard. Arrêtez de faire des procès d'intention à tout le monde. Je rebondis sur ce que disait Éric Nolot, qui me paraît probablement fondé du point de vue de l'opportunité politique. C'est pas par hasard que ça tombe à ce moment-là. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, c'est que l'État et ses démembrements, ou en tout cas le monde du logement social qui est proche de l'État pour tout un tas de raisons, est peuplé comme l'Église, de gens très bien et de gens moins bien, de gens qui font bien leur boulot, de gens qui font moins bien leur boulot. Il est complètement archipélisé. C'est plein d'offices ou de sociétés HLM petites, trop petites, et qui, pour certaines, n'ont pas assez d'argent pour construire des logements dans ce qu'on appelle les zones tendues, l'Île-de-France, la région de Lyon, PACA, le Genevois, etc., parce qu'ils n'ont pas assez d'argent. Puis il y a d'autres sociétés HLM, là encore assez proches de l'État, qui, elles, sont dans des zones où il n'y a absolument plus de logements à construire, parce qu'en gros, il n'y a plus personne qui a besoin de logement, et qui, elles, ont plutôt plus d'argent qu'elles n'en auraient besoin. Et donc que l'État ne pousse pas plutôt cette réforme, ça c'est quand même de son ressort, qui permettrait que là où il y a de l'argent dans les sociétés HLM, on finance plutôt les HLM, là où il y a besoin de HLM et pas là où il n'y en a pas besoin. Oui. Ouais, ça paraîtrait quand même un peu naturel. Non, moi je vous suis là-dessus. Je vous suis là-dessus. La seule chose qu'il faut rajouter, parce que je crois qu'à un certain moment, il faut revenir sur les responsabilités de l'État. Hein, et le fait de tirer sur l'Église comme ça a été fait ne doit pas nous détourner du fait que les bas revenus, c'est d'abord une responsabilité de l'État. Ça fait 6 mois qu'ils sont au pouvoir,
ils ont pas pu construire. Non, mais je ne m'adresse pas forcément à ce pouvoir en particulier. D'ailleurs, ce que j'allais dire ne le concerne pas en particulier. Ce que j'allais dire dans le prolongement de ce qui a été dit, c'est que si un certain nombre de municipalités respectaient la règle qui consiste à construire sur leur territoire un pourcentage de logements sociaux dignes de ce nom pour permettre de distribuer et d'accueillir, on n'en serait pas là non plus. Donc c'est pas seulement un problème d'État. Oui, non. C'est l'état d'urgence. Il y a des mal logés dehors. Il y a des jeunes dehors. Anne-Marie Le Pourriel. J'aurais simplement voulu savoir quels étaient les espaces appartenant à des congrégations que Madame Duflot propose de réquisitionner. Est-ce que ce sont les chambres des religieux? Parce que j'ai pas la. Où est-ce qu'elle veut les mettre? Parce que le rectorat de Paris, les ministères, vous avez des halls immenses, des salles immenses. S'il faut aménager ça, il y a de la place dans les lieux publics. C'est prévu. C'est prévu. Ah bon, ça elle le fait pas. Il y a des plans grand froid, il y a des plans qui sont dans la loi et qui sont prévus pour ça. Tout va bien. Mais on cherche du sens à ce qui est un règlement de compte idéologique. Je ne crois pas que ce soit. Alors arrêtons. Juste une seconde, une dernière phrase. Je ne crois pas qu'elle soit anti-catholique à demander ça. Et je suis sidéré que l'Église ait répondu avec cette morgue et cette arrogance. Je suis sidéré. Je pense que l'abbé Pierre serait d'accord avec cette mesure. Il dirait certainement à l'État, vous devez aussi bosser, mes amis, mais je ne vois pas de scandale. Il a des descendants, ils font le boulot. Franchement, c'est un faux procès. Arrêtons avec ce débat, passons à un autre. Merci Benjamin Corriat. Merci à vous.